fidélité, ravi de vous retrouver à la présentation de ce journal télévisé. Bienvenue, tout de suite les titres. La libération exhaustive, sans condition et sans délai de tous les détenus dits politiques, une exigence de maître Ciré Clédor Ly. De l'avis de la robe noire, la loi d'amnistie a créé une grosse confusion qu'il incombe au garde des Sceaux de dénouer. Décryptage des passations de service des ministres Birame Souleye Diop et Abdourahmane Sarr, des sorties médiatiques jugées maladroites par de nombreux observateurs de la scène politique, dont le journaliste Chérif Diop. Il livre son commentaire au cours de cette édition. Grève entamée des chauffeurs de taxi Allo Dakar. Débuté ce vendredi, le mouvement d'humeur est parti pour se propager au niveau national. La raison de leur courroux, une augmentation des taxes hebdomadaires de 6 000 à 15 000 francs CFA. Enfin, le monde de la musique sénégalaise et notamment le Super Diamono en deuil avec la perte de Baylo Diagne, membre fondateur du groupe mythique, mais aussi et surtout un acteur déterminant dans l'ascension d'Omar Pène, lead vocal du Super Diamono. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la libération sans délai et sans condition de tous les détenus dits politiques par l'avocat maître Ciré Clédor Ly. Préoccupé par le sort de nombreux jeunes qui croupissent encore en prison alors qu'une loi d'amnistie a été votée, la robe noire interpelle le tout nouveau garde des Sceaux et lui demande de réagir pour élargir sans condition les concernés, et cela avant la semaine prochaine. Maïmouna Ndiaye a parcouru le communiqué de l'avocat. Pour vous, son récit. Tout juste après sa prise de fonction, le nouveau ministre de la Justice, Ousmane Diagne, est interpellé par maître Ciré Clédor Ly sur la situation des détenus dits politiques. Selon l'avocat, tous ceux qui avaient bénéficié de la liberté conditionnelle avec des bracelets électroniques n'ont pas été libérés de leur chaîne. Un fait qui montre à suffisance que la loi d'amnistie est confuse aux yeux de la robe noire. Il invite toutes les personnes qui ont le pouvoir de mettre fin à cette détention arbitraire d'intervenir pendant qu'il est temps. Pour maître Ciré Clédor Ly, aucun détenu concerné par cette situation ne doit passer le week-end en prison. Les personnes renvoyées devant les juridictions et dont leurs dossiers sont programmés à des dates lointaines, l'avocat en a aussi parlé. Les affaires pendantes devant les cabinets d'instruction, la cour d'appel, la chambre d'accusation figurent également dans le communiqué de maître Ly. Il n'a pas manqué de citer le cas des militaires qui font l'objet de transfèrements à Dakar et qui dépendent de la juridiction de Ziguinchor. Maître Ciré Clédor Ly demande par ailleurs à tous les parents, amis et proches des victimes de la loi d'amnistie de se rapprocher dès lundi des avocats sans donner une contrepartie financière. Allez, nous restons au sein de l'espace politique pour s'intéresser cette fois-ci aux premières sorties médiatiques des ministres Abdourahmane Sarr et Birame Souleye Diop. De l'avis du journaliste Chérif Diop qui a passé leurs interventions au peigne fin, le ministre de l'économie a tenu un discours inélégant et inapproprié dans un cadre républicain. Quant à son collègue du pétrole et de l'énergie, il a ouvert un front contre le monde, il a ouvert inutilement un front contre le monde du spectacle et du sport. Le commentaire est, je le rappelle, signé par Chérif Diop. Le triomphe modeste du président de la République contraste avec les fanfaronnades de certains de ses ministres. Yewi les citoyens de l'État. Yewi, Yewi, Yewi Wat. Prenant le témoin des mains de Mamadou Moustapha Ba, Abdourahmane Sarr ou le Chevalier Blanc a livré un discours pompeux et inélégant pour un moment aussi républicain que celui de la passation de service. Étape importante de la période de tuilage entre les équipes sortantes et entrantes. Il n'y a pas de doute que le Sénégal a fait des progrès. Il nous a fallu néanmoins accélérer notre endettement en devises pour les réaliser.
Même s'il est vrai que la dette publique privée a culminé à 79% du PIB en fin 2023 du fait des chocs protéiformes, exogènes et endogènes que nous avons connus, le moment était surtout inapproprié pour s'appesantir sur une supposée malgouvernance qui a valu au Sénégal un surfinancement en devises. Le reste du discours professoral, une insupportable danse du nombril de grandes déclarations d'intention et de slogans d'estrade. Avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a l'autorité politique de traduire le projet de société en des actes concrets de rupture. Chiche, puisque le projet, nouveau référentiel de politique économique et sociale à la place du plan Sénégal émergent, a longtemps mûri en cave profonde. Place aux actes et stop au bouquet de promesses. La meilleure façon d'appliquer la rupture dans toutes ses formes est de l'inoculer dans le quotidien des Sénégalais sans braquer les uns ni heurter les sensibilités des autres, encore moins attiser les colères, comme l'a fait Birame Souleye Diop, un ministre du pétrole qui s'amuse avec des allumettes. Drapé dans son grand boubou, le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines est monté sur ses grands chevaux, en se mettant à dos le monde du spectacle, du sport, principalement du football et de la lutte, le cœur de la jeunesse, la lutte, le sport de chez nous. Quelle indélicatesse que de s'attaquer à une industrie qui fait rêver beaucoup de jeunes Sénégalais qui s'identifient à Sadio Mané et à Yahya Diop Yekini. De surcroît, un jour de korité, momentum de cordialité, de fraternité et de pénitence. Mais Birame Souleye Diop n'est pas à son premier dérapage. Cette sortie du maire de Thiès Nord n'est pas une vétille ni une incartade, mais une vraie bévue commise par un récidiviste. Souvenez-vous de son dérapage en adressant au président Macky Sall: évitez de manger chez lui, évitez de boire son eau, il est capable de vous empoisonner. Et de dire comme nous n'avons plus de candidat jurien et de le faire à la Ouattara. Des propos aussi ridicules que saugrenus, des paroles qui ont fait frémir jusqu'à Abidjan avant de se confondre en excuses dans une vidéo empreinte de pathos. Le défi de l'exploitation du pétrole et du gaz devrait suffisamment occuper le ministre Diop que de chercher inutilement à se faire des ennemis avec des déclarations intempestives, des annonces de renégociation des contrats dans le secteur des industries extractives, comme si cela va se faire d'un coup de baguette magique. La gestion de ces ressources précieuses ne se fera pas avec un trop-plein d'émotions, de l'impulsivité ou de fougue débordante. Renégocier des contrats jugés léonins ne se fera pas la fleur au fusil. Il faudra de la lucidité, de la sérénité et un peu d'humilité. Chérif Diop, merci. C'est avec enthousiasme que les syndicalistes ont accueilli la lettre du chef de l'État adressée aux travailleurs de l'administration publique. Le SAEMS, le SDTS et le CIAS conjuguent leurs forces pour la bonne marche de l'administration. Mais avant, il faut penser à éradiquer la corruption et favoriser la transparence dans la gestion des deniers publics. Djoub Djoubel Djoubanti doit être, selon ces travailleurs, une réalité. Le reportage est signé à Faye. Cette lettre du chef de l'État adressée aux agents de l'administration publique vient à son heure et sonne la rupture. Cette missive du président de la République ne fait que rappeler donc les valeurs cardinales que nous devons avoir. Et les syndicats ne demandent pas moins, et nous pensons que tous les syndicats sont totalement acquis à cette cause, parce que nous devons le dire, nous n'avons pas d'autre mission qu'une mission d'alerte et de veille. Alerter est l'une des rôles des syndicalistes. Fini la corruption, disent-ils. Corruption, comme dans tout corps de métier, il y en a. Maintenant, ces agents véritablement qui comportent de la sorte, je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui leur régit. L'impunité érigée en règle dans l'administration du Sénégal, le président de la République invite à une administration axée sur la transparence. Alors, Djoub Djoubel Djoubanti devient un slogan bien accueilli. On a dit que maintenant les directions font des appels à candidature. Si on fait l'appel à candidature, on saura exactement ceux qui seront là-bas. On n'aura même pas besoin de leur tracer la voie à suivre parce qu'ils comprendront. Et ils auront à ses côtés des gens qui ont une compétence assez importante pour pouvoir le faire. L'appel également au respect strict des règles de l'administration publique est important parce que cette administration est régie par un ensemble de règles
que nous devons respecter, qui sont les règles de l'impartialité. Les syndicalistes demandent une application stricte des règles de l'administration. Que cela ne fasse pas juste un effet d'annonce et qu'après on se retrouve dans une situation où c'est la continuité avec les anciennes pratiques qui nous ont menés là où nous sommes. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait l'hôpital, aujourd'hui, on le laisse diriger. Cette situation est beaucoup plus grave lorsque ceux qui ont en charge la supervision et le pilotage même de cette réforme n'ont jamais été des hospitaliers. Allez à la direction des établissements publics de santé, je n'ai rien contre ceux qui les dirigent, mais il y a des directeurs. Est-ce que réellement ces gens-là ont le vécu d'un hôpital? Ils ont une fois travaillé dans un hôpital? Ou bien est-ce qu'ils ont même le diplôme d'administrateur et gestionnaire des services de santé reconnu par le CAMES ou bien reconnu par la fonction publique sénégalaise? Il faut aussi des sanctions en cas de faute, selon eux. Qui sera une punition méritée, d'autant plus qu'aussi, il y a des principes qui régissent quand même la gestion de ces deniers publics. Une rationalisation des directions et une utilisation efficiente et judicieuse de nos structures. Ce que nous avons constaté aussi dans nos structures et que cela nous réconforte parce que malheureusement, il n'y a pas de structure de contrôle. Et même si ça existe, ils ne font pas leur travail. La reddition des comptes doit être un principe fondamental qui va s'imposer à tous ceux qui gèrent des deniers publics. Le compte rendu de la gestion aussi sera obligatoire. Maïmouna Diaye s'installe officiellement dans ses fonctions au ministère de la Famille et des Solidarités. Thérèse Faye Diouf a passé le flambeau à son prédécesseur ce matin, une cérémonie au cours de laquelle le ministre sortant a fait le bilan de ses réalisations aux côtés de l'ancien président Macky Sall 12 ans durant. Son successeur félicite les efforts consentis et promet de ne ménager aucun effort à poursuivre le travail déjà engagé. Le compte-rendu est signé Fatima Touré plutôt et Amadouba. C'est dans une ambiance très cordiale que s'est tenue la cérémonie de passation de service entre le ministre sortante Thérèse Faye Diouf et Maïmouna Diaye, nouvellement nommée au poste du ministère de la Famille et des Solidarités. Dès l'entame de son propos, Thérèse Faye Diouf a rappelé les importantes réalisations qu'elle a eu à accomplir 12 ans durant à côté de l'ex-président Macky Sall. Elle dit partir avec le sentiment d'un devoir accompli. Nous avions, avec la brillante équipe trouvée sur place, élaboré une feuille de route articulée autour de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, en particulier son axe de capital humain, protection sociale et développement durable. C'est ainsi d'importantes réalisations ont été accomplies permettant de contribuer de manière palpable à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout démunies, sur toute l'étendue du territoire national. La nouvelle patronne du département, pour sa part, magnifie le travail de son prédécesseur. Maïmouna Diaye affirme qu'elle et son équipe ne vont ménager aucun effort pour poursuivre le travail déjà entamé. Le projet de transformation systémique place la famille, la femme et la solidarité au centre des priorités. Afin de participer à la concrétisation de cette vision, des défis majeurs sont à relever par la nouvelle équipe gouvernementale. Il s'agira notamment de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une vraie politique familiale, centrée sur la protection et la promotion de la femme et de l'enfant à travers un cadre légal et réglementaire conforme aux aspirations du peuple sénégalais, mais respectueux de nos engagements internationaux. Par ailleurs, elle appelle ses collaborateurs à travailler dans la transparence et à respecter le droit de réserve dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous exhorte à mon tour à davantage d'engagement et d'abnégation, d'attachement à la rigueur, à la ponctualité, à l'assiduité, au culte du travail et au mérite, ainsi qu'à l'obligation de réserve dans l'exercice de vos fonctions. Le tout nouveau ministre de la fonction publique salue les efforts consentis par son prédécesseur à la tête du département. Olivier Boucal estime que la notion de service public est évolutive dans un monde de compétition. Le responsable politique du PASTEF à Goudomp a reçu ce matin le témoin des mains de Galoba, ministre sortant. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Ibrahim Akan. Monsieur le ministre,
Vos négociations très importantes, très profondes, menées avec les syndicats, sont connues et appréciées. Vos actes pour repenser les carrières, pour accompagner le personnel ou pour offrir les meilleures commodités aux usagers du service public sont aussi salués. Partant de ces acquis, nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin parce que la notion de service public est surtout évolutive dans un monde de compétition. Pour transformer profondément l'action publique, pour la rendre plus proche, plus compréhensible, plus compétitive, plus efficace, plus utile, il faut réformer, réparer afin que les résultats de nos projets ou décisions servent quotidiennement aux Sénégalais. On le sait, la mission est immense. Immense puisque le Sénégal n'a pas été épargné par la pandémie du Covid-19. Les forces et les faiblesses de l'action publique ont été découvertes. Mais l'intérêt que les Sénégalais ont pour ce service public n'a ni failli ni faibli. Allez, on poursuit ce journal toujours avec les passations de service à Diamniadio. Les passations de service se poursuivent. Donc, la ministre Fatou Diouf, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, a succédé à Pape Sagna Mbaye. Elle dit compter sur les textes pour contrecarrer la surexploitation maritime. Elle plaide également pour une réglementation du secteur. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Que nous n'essayons pas de vous retransmettre certainement dans nos prochaines éditions. Coup de projecteur à présent sur le livre d'un confrère. Il s'agit du journaliste Samba Mangane, auteur de l'ouvrage Les gouvernements du Sénégal de mai 1957 à décembre 2023. Particularité de cette production littéraire, eh bien, elle revient sur les fonctionnaires et ou technocrates qui, par la magie du destin, eh bien, occupent aujourd'hui des fonctions jadis occupées par un ou des membres de leur famille. Yaïkoum Bandiaï. Il s'en est fallu de peu pour que Oulimata Sarr passe le témoin à son frère Abdourahmane, installé dans ses fonctions de ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Un département occupé il y a quelques mois par sa sœur sous le régime de Macky Sall. Ce qui n'est pas nouveau si nous révisons l'histoire des gouvernements du Sénégal avant même les indépendances. Les cas de Madjena et Nafingom Diouf, Madjena Diouf, équipement et transport terrestre de 2000 à 2001. Sa sœur Nafingom Diouf a été ministre des Transports terrestres comme son grand frère, ensuite transport, en même temps transport ferroviaire. Et on a ajouté, pour ça, on peut aussi citer les cas de Amadou Babacar Sarr et Ibrahima Sarr, le syndicaliste meneur de grève des chemins de fer. Amadou Babacar Sarr, dit Chopard, a été ministre du Travail, des Affaires sociales entre 58 et 59, ministre de la Santé, ensuite Jeunesse et Sport. Ibrahima Sarr a été ministre de la Fonction publique, ensuite ministre du Travail, comme son frère, et ministre du Développement jusqu'au moment de la crise entre Dia et Senghor. Ce jeudi 12 avril, deux ex-ministres de Macky Sall, en l'occurrence Abdou Karim Fofana et Anas Seck, ont passé le témoin à leurs successeurs. Leur dénominateur commun, c'est d'avoir été les fils d'anciens ministres Abdoulaye Fofana et du professeur Hassan Seck. Ce n'est pas tout. Le Sénégal a connu le cas de Karim Wade et Abdoulaye Wade. Wade et Karim Wade, Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, a été ministre d'État de 91 à 92 et de 95 à 98 dans les gouvernements de majorité élargie de Abdou Diouf. Son fils Karim, ministre d'État, ministre de la coopération internationale, l'aménagement du territoire, des transports aériens et infrastructures, il faut ajouter aussi énergie, entre 2009 et 2012. Abdoulaye Fofana et Abdou Karim Fofana, son fils, Abdoulaye Fofana, enseignant, inspecteur, ministre de 60 à 68, il a occupé les postes, les fonctions de ministre des Postes et Télécommunications, marine marchande, transport, commerce, industrie, artisanat, ensuite intérieur et enfin information. Son fils Abdou Karim a été ministre de l'urbanisme en 2019. Ensuite, ministre du Commerce. Même les frères Diouf n'ont pas dérogé à la règle.
Magatte Diouf a été nommé ministre 2 décennies après son grand frère, Abdou Diouf, président de la République. On peut citer le cas d'Abdou Diouf et Magatte Diouf. Abdou Diouf, ancien président lui aussi. Il a été ministre du plan et de l'industrie de mars à juin 68. Ensuite, ministre du plan de la coopération pour quelques jours, 6 juin, 25 juin 68. Et il est retourné au plan et à l'industrie jusqu'à sa nomination comme Premier ministre le 26 février 1970. Au sein de ces familles ont émergé des personnalités au plus haut sommet de l'État. À Thiès, les chauffeurs de taxi Allo Dakar sont en grève ce vendredi, une grève qu'ils comptent élargir au niveau national dans les prochains jours. Ils ont tenu une assemblée générale dans la Cité du Rail pour fustiger l'augmentation des taxes hebdomadaires. Ces taxes sont passées de 6 000 à 15 000 francs CFA. Face à la presse, ces derniers ont déploré le fait que le regroupement des chauffeurs de la gare routière de Thiès ait décidé de leur imposer ces taxes sans leur avis au préalable. Suivons Abdoulaye Ndiaye, le président des chauffeurs Allo Dakar. Il s'exprime au micro de Charanta Diop. Amende que nous fait payer la gare routière, la gare routière de ce regroupement des chauffeurs de la gare routière de Thiès, que nous refusons, que nous disons on ne peut plus, parce que ça fait un peu longtemps, presque des années qu'il nous colle ça. Et on dit non à ça, vraiment, parce que nous pensons que nous ne devrions pas payer un simple regroupement. Si nous devons payer, nous payons l'État du Sénégal, dans les caisses de l'État du Sénégal, mais pas dans les caisses de regroupement de la gare routière. Nous tendons la main aux autorités locales et aux autorités étatiques pour qu'ils puissent nous organiser et puis nous légaliser pour qu'on puisse travailler notre travail convenablement. Ce que nous faisons, c'est de servir la population. Quand on sert nos populations, je pense que on doit avoir des réformes sur le transport pour qu'on puisse intégrer le transport, pour qu'on puisse travailler correctement et sortir dans l'illégalité. Allez, toujours dans le secteur des transports, mais cette fois-ci pour s'intéresser aux travailleurs de la société Dakar Dem Dikk. Eh bien, selon ces travailleurs, la situation de la boîte est catastrophique. Dakar Dem Dikk étant étranglé par de nombreuses dettes et peinant à respecter les engagements pour les cotisations sociales des travailleurs. Face à la presse ce matin, le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de la Société nationale de transport a rappelé les nouvelles autorités à faire des appels à candidature pour la nomination d'un futur directeur pour l'entreprise. Nous écoutons Marc Tendeng, il est secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk et il s'exprime au micro d'Abdoulaye Patéane. L'État a beaucoup contribué pour voir Dakar Dem rayonner. Mais aujourd'hui, les salariés sont dans une précarité indescriptible. Les salariés souffrent. Les conditions de travail sont inhumaines dans les gares, dans les terminus et dans les ateliers de maintenance. Allez voir à Thiaroye, les techniciens, ils souffrent, ils travaillent dans des conditions inhumaines. On coupe leur salaire par des sanctions illégales. Et en même temps, cette année-là, une partie du patrimoine domanial Dakar Dem Dikk a été aliénée dans des conditions fallacieuses et nébuleuses. On a vendu 6 000 mètres carrés de nos terres dans les dépôts de Ouakam. 6 000 mètres carrés. 2 000 mètres carrés attribués à l'APR. On a construit le siège du parti au pouvoir dans l'enceinte de notre dépôt. Les autres mètres carrés ont été vendus à l'ambassade de Chine, aux études, à une banque de la place. Et malgré cette manne financière qui tournait autour de 14 milliards, le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, nous a parlé de Djoubel et Djoubanti. C'est dans cette dynamique-là qui nous permet d'alerter. On veut une société où l'éthique, la déontologie et les valeurs morales puissent être la norme, où le traitement des salariés puisse être équilibré, juste et équitable. Parce que les directeurs qui sont là doivent être les promoteurs du bien commun. Malheureusement, c'est le contraire. Comment se fait-il qu'avant de recevoir ces bus-là, on n'avait même pas 40 véhicules à Dakar, dans le réseau urbain. Mais le directeur actuel se permet d'aller créer un réseau urbain interurbain à Kédougou. Nous ne voulons plus de politiciens parachutés dans cette entreprise-là. Nous voulons des technocrates. Attention, au centre Talibou Dabo, le directeur annonce une plainte contre 11 agents prestataires qui auraient confisqué le drapeau national, empêchant la levée des couleurs dans cet établissement depuis mardi dernier. Selon lui, ces auteurs sont poursuivis pour désacralisation des symboles nationaux. Plus de détails, c'est avec Lassana Sidibé. Il s'exprime au micro de Amadouba. Un groupe de 11 agents prestataires
ont délibérément, pendant les heures de travail, descendu le drapeau, symbole national, pour le traîner à terre. Pire, ils le confisquent, nous empêchant, depuis le mardi, d'effectuer la levée des couleurs. Parce qu'à Talibou Dabo, il est d'usage, chaque jour ouvrable, de procéder à la levée des couleurs en chantant l'hymne national. Je dis, aucun patriote dans ce pays-là ne saurait cautionner ces actes irresponsables. Nous devons tous respecter les symboles nationaux, quelle que soit notre position au sein de la sphère étatique. Ces agents, ils seront poursuivis, d'ailleurs ils sont poursuivis pour désacralisation des symboles nationaux. Une plainte a été déposée au commissariat de police de Grand Yoff pour celui qui était aux manettes ce jour. Une autre plainte sera déposée près du procureur du tribunal de grande instance de Dakar pour le reste du groupe. Ces gens n'ont pas peur parce que ce sont eux-mêmes qui ont fait ces posts sur les réseaux sociaux. Avec ce développement fulgurant des réseaux sociaux, il faudrait que nous prenions nos responsabilités, quelles que soient les revendications. Des agents de l'administration n'ont pas le droit de désacraliser un symbole national. Et puis réponse du berger à la bergère, les agents cités par le directeur du centre Talibou Dabo apportent un démenti aux accusations portées à leur encontre. Pour le collectif des agents, il n'a jamais été question d'une désacralisation du drapeau national. Le collectif compte saisir la justice pour diffusion de fausses nouvelles. Parallèlement, ils annoncent un arrêt du travail pour la libération du gardien placé en garde à vue au niveau du commissariat de Grand Yoff après la plainte du directeur Lassana Sidibé. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Allez, culture à présent avec cette triste nouvelle, le décès de Bailo Diagne, membre fondateur du Super Diamono, qui nous a quittés ce vendredi. La communauté musicale du Sénégal est en deuil suite à la disparition de cette figure emblématique de la musique sénégalaise. Omar Pène, le chanteur principal du groupe, a partagé la triste nouvelle sur sa page Facebook, rendant hommage à un ami de longue date. Revenons sur le parcours de cet homme qui a joué un rôle crucial dans l'ascension d'Omar Pène dans le monde de la musique. C'est un récit poignant signé Ibou Diouf. Après le rappel à Dieu de Pape Thierno Diop Bondé, la symphonie du Super Diamono pleure. La faucheuse a encore frappé en portant Bailo Diagne. Les mélomanes et autres fans du Super Diamono sont en deuil. Son nom, rendu célèbre par le lead vocal Omar Pène, parle à beaucoup son visage, mais rempli d'hommages. Bailo Diagne, discret mais puissant. Stratège et guide jusqu'à la fin de son temps. C'est lui qui a découvert Omar Pène en 1972 et l'a amené sur le chemin de la musique comme s'il l'avait su. Du cas d'orchestra au Super Diamono, une rencontre fortuite dans les rues de Derklé, où les jeunes chantaient, tambouronnaient. Bailo Diagne, l'homme providentiel, a fait d'Omar Pène une star éternelle, un père spirituel, un guide pour toujours. La musique pleure son départ, mais garde le souvenir de son amour. Sur sa page Facebook, le leader du Super Diamono annonce le rappel à Dieu de Bailo Diagne, qui fut membre fondateur de ce groupe mythique. C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de Bailo Diagne, membre fondateur du Super Diamono. Mes pensées vont à la grande famille Diamono, Afsib, dont il fut le parrain. J'envoie tout mon soutien, mes condoléances à la famille dans ces moments douloureux, avec toute mon affection, a annoncé Omar Pène. Repose en paix Bailo Diagne. Ta voix résonnera à jamais dans les cœurs de ceux qui t'ont aimé et écouté. Tu as laissé un héritage musical incomparable et des souvenirs inoubliables. Que la symphonie du Super Diamono continue à te rendre hommage et à célébrer ton talent exceptionnel. Tu resteras à jamais gravé dans l'histoire de la musique sénégalaise, mais aussi dans l'histoire du groupe mythique du Super Diamono.
Nous restons avec cette triste nouvelle, cette fois-ci pour recueillir le témoignage d'un acteur et promoteur culturel. Il s'agit de Guy Sepen. Selon lui, le Super Diamono perd, celui qui a poussé Omar Pène à prendre le micro. Baylo Diagne ayant posé les premières briques du mythique groupe Super Diamono. Je vous propose de l'écouter. C'est une très triste nouvelle que la famille du Super Diamono a accueilli ce matin avec le décès de Bayla Diagne, le père fondateur du Super Diamono. On n'oublie pas que Bayla, c'est celui-là même qui a fait intégrer Omar Pène dans la musique, alors que Omar était beaucoup plus concentré sur le football que sur autre chose. Et Bayla a su trouver les mots et à le convaincre, lui promettant un avenir radieux. Et c'est ce qui est. Donc son décès fait perdre à Omar son mentor. Parce qu'il ne se passait pas une semaine sans que Omar puisse recueillir ou aller recueillir de ses conseils et discuter un peu avec lui, parce que c'était une personne exceptionnelle pour Omar. Et à travers Omar Pène, je crois que c'est non seulement le monde de la musique tout entier qui est en deuil, mais surtout aussi la famille du Super Diamono et surtout l'AFSUD qui considérait vraiment Baylo comme le père du Diamono, du Super Diamono. Donc, comme je dis, voilà, c'est une triste nouvelle. Et justement, quelques jours après le décès de Pape Thierno Diop Bondé, qui était l'ancien manager, et donc la famille de Omar Pène présente ses condoléances les plus attristées à la famille Baylo, mais aussi à la communauté musicale du Sénégal, au Super Diamono et ainsi qu'à AFSUD. Allez, retour sur les accusations portées à l'encontre des agents du centre Talibou Dabo. Ces agents, je vous le disais tout à l'heure, ont tenu à apporter un démenti formel après la sortie de leur directeur. Pour le collectif, il n'a jamais été question d'une désacralisation du drapeau national, un collectif qui se réserve le droit de saisir la justice dans les prochains jours et qui réclame la libération du gardien placé en garde à vue au niveau du commissariat de Grand-Yoff. Je vous propose d'écouter Idrissa Diallo, porte-parole du collectif des agents du centre Talibou Dabo. Nous trouvons que vraiment le directeur est en train de faire une dénonciation calomnieuse et de faire de la diffamation. Aujourd'hui même, il y a une plainte qui a été déposée dans les locaux du commissariat de Grand-Yoff pour diffusion de données à caractère personnel. Nous lui reprochons aussi d'avoir détourné l'argent du pavage du centre Talibou Dabo que lui avait octroyé le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Deuxièmement, nous l'accusons d'avoir détourné le projet monégasque. Nous l'accusons aussi d'avoir vendu un quart du centre Talibou Dabo à là où les enfants ont besoin de transport. Nous l'accusons aussi d'avoir usurpé une partie du centre Talibou Dabo pour donner ça en location. La commune de Tchombi, c'est dans le département de Kaolack, souffre d'un enclavement qui impacte négativement son essor économique. L'évacuation des malades au niveau des structures sanitaires cause un sérieux problème. Les populations sont également confrontées à un manque criard d'eau potable. Ces doléances sont portées par les membres de la coalition communale Diomaye Président. Ils réclament de meilleures conditions de vie au nouveau régime. Ousmane Dem, Thierno Diallo. Tchombi fait partie des communes les plus vastes du département de Kaolack. Toutefois, les populations de cette localité font face à de sérieuses difficultés. Ils sont liés à l'enclavement de la commune. Il n'y a pas un seul mètre de goudron dans la commune de Tchombi. Il y a même des villages qui ont des problèmes pour rallier les structures de santé pendant l'hivernage parce que les routes sont complètement coupées. À cela s'ajoute le manque d'eau potable. Cette situation n'est pas sans conséquence sur les activités des populations. Il y a aussi le problème de l'eau, parce que les robinets ne produisent pas suffisamment d'eau.
il y a un moment où les robinets ne coulent pas. Et l'eau douce aussi est un problème, parce que étant donné que le robinet est salé, l'eau douce manque aussi, de sorte que les maraîchers n'ont pas assez d'eau pour développer leur maraîchage. Le manque de soutien et d'accompagnement des jeunes constitue également une problématique dans cette commune. Il y a aussi le problème de la formation des jeunes et des femmes. Parce que ce que nous avons constaté, et c'est même général dans les communes rurales, c'est que quand on veut faire une formation professionnelle, on est obligé d'aller dans le chef-lieu de département, là où on a les écoles de formation professionnelle. Dans les communes rurales, il n'y en a pas. Donc ça, c'est un problème lié aux souffrances des jeunes et des femmes. Pour avoir contribué à la victoire de la coalition Diomaye Président, ces jeunes de la commune de Tchombi demandent au nouveau régime de faire sienne leurs préoccupations. Pour la relance de l'agriculture rizicole, les producteurs de débit Tiguette, c'est dans le département de Dagana, sont formés et sensibilisés à de nouvelles pratiques agricoles. Ils ont été formés sur des éléments plutôt de résilience et de modernisation. Après une campagne désastreuse en 2023, la société de filière alimentaire et d'autres partenaires s'engagent à les soutenir pour une meilleure gestion de la campagne agricole prochaine afin de favoriser les doubles cultures. Nous écoutons à ce sujet Hassan Kofi. Il est directeur de cette société de filière alimentaire. Il s'exprime au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Campagne agricole 2023 marquée avec des difficultés majeures au niveau des producteurs. Ça a eu un impact vraiment négatif aujourd'hui. Cette année, nous avons eu à bénéficier d'un accompagnement de Ricolto, qui est une ONG belge, qui est assez dynamique dans l'accompagnement technique, son action auprès des producteurs, pour surtout les rassurer. Être sûr et certain que tout ce qui est calendrier culturel, tout ce qui est également aussi la mise en place des bonnes pratiques, afin de pouvoir réussir cette campagne. À travers même comment aider aujourd'hui les producteurs eux-mêmes. Déjà, ils ont de très belles idées. Ils ont compris que la situation est difficile. Ils sont en train de mettre en place des réformes à leur niveau afin d'avoir un suivi. Nous, on ne peut qu'apporter notre aide. Et à travers ce projet innovant qui est en train d'être mis en place, j'en suis sûr et certain que ce serait en tout cas un projet pilote qui pourra aider les producteurs de débit Tiguette à mieux s'en sortir, à mieux gérer les campagnes. Et pourquoi pas après démultiplier ce projet à travers toute la vallée. Allez, avant la fin de ce journal, passons à notre invité du 20h. Il s'agit de Madame Sorna Ndeye Diop Diaratoula, présidente de Andesam Djikoyi, section femmes. Bonjour Madame Diop et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Sarah, merci à vous aussi de nous donner l'occasion de nous exprimer à travers la TFM. Alors, l'actualité, nous allons l'évoquer ensemble, c'est naturellement la faible présence des femmes dans le gouvernement, le premier sous l'ère du président Bassirou Diomaye Faye. J'imagine que vous avez suivi les débats. Près de 255 personnalités, plus de 24 organisations sont montées au créneau pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme étant un véritable recul eu égard aux nombreuses luttes consenties pour donner aux femmes le statut qu'elles méritent au sein de notre société. Quelle est votre position déjà sur le sujet par rapport au nombre de femmes dans le gouvernement? A'ouzoubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je voudrais réitérer encore mes salutations. Donc, et pour répondre à votre question, c'est en fait cette question de la parité qui est à mon avis, ou bien on a dans un gouvernement plus de femmes ou plus d'hommes, pour nous ce n'est pas ce qui est important. Dans un gouvernement, on attend des résultats. Pour ceux qui composent ce gouvernement, on attend qu'ils aient la compétence et l'expertise. Que ce soit 20 femmes contre 5
hommes ou 5 hommes contre 20 femmes, ce n'est pas l'essentiel. Et c'est donc cette parité instinctive, j'allais dire, cette parité catégorique. Permettez-moi quand même de recentrer les choses. Il ne s'agit pas d'une parité instinctive. Il s'agit d'une parité qui a été acquise au terme d'années de lutte consentie par des femmes braves. C'était un acquis solide pour la démocratie sénégalaise. Dire aujourd'hui que c'est une parité instinctive, vous ne paraissez pas que c'est un peu trop fort quand même, ne serait-ce que par respect à ces années de lutte consentie par les femmes? Justement, je vous parle là. Et qui peuvent passer par pertes et profits, je veux dire, en nommant que 4 femmes dans un gouvernement quand même de 30 personnes. C'est justement de la pertinence de cette parité qu'il est question. Il est justement question de la pertinence de cette parité. Aujourd'hui, c'est un acquis. Vous voulez nous ramener en arrière, qu'on revienne sur la parité. La parité, elle est faite. Ce n'est pas un acquis. Ben si, c'est un acquis, parce qu'aujourd'hui, il y a une loi sur la parité, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, si vous revenez sur la pertinence de la parité, vous nous ramenez en arrière, c'est déjà fait. Donc, je veux dire, déjà, qu'est-ce que vous pensez du nombre de femmes dans ce gouvernement-là? Les 4 femmes sur 30, ça vous paraît normal, si je vous comprends bien? C'est là où je vous réponds que ce n'est pas le nombre d'hommes et de femmes qui est important. C'est la compétence et l'expertise qui est importante. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on avait eu un gouvernement, je vous pose une question, est-ce que vous pensez sérieusement que si aujourd'hui dans le gouvernement on aurait eu 4 hommes et 30 femmes, vous tiendriez le même discours? Bien sûr. Je vous dis que ce n'est pas le nombre qui est important. Et quand je vous dis que c'est effectivement la pertinence de cette parité qui est en question, c'est que au vu de toutes ces années de lutte, on a vu qu'il y a plus de... Les effets pervers sont plus probants. Les effets pervers de la parité sont plus probants. À l'Assemblée nationale... Qu'est-ce que vous appelez effets pervers? Oui, à l'Assemblée nationale, on a vu que pour respecter la parité, finalement, c'était un fourre-tout qui nous a amené à ce que j'entends. Moi, j'appelle ça du banditisme parlementaire. Quand une femme à l'Assemblée nationale se permet de crier ou d'insulter. Ce n'est pas l'apanage des femmes. À l'Assemblée nationale, je vous rassure, ce n'est pas seulement les femmes qui crient. C'est tout le monde qui crie. Je veux dire, ce qu'on a constaté au sein de l'hémicycle qui est désolant, je veux dire, ça a été fait à la fois par les femmes et les hommes. Donc, franchement, quand vous l'attribuez aux femmes, je trouve que c'est quand même un peu grave. Partout où la femme se trouve, c'est elle qui doit donner le tempo de la correction et de la politesse. C'est ma conviction profonde. Raison pour laquelle il devrait y avoir donc plus de femmes dans ce gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Partout où elle se trouve, elle préserve les valeurs, elle donne le tempo, elle donne la correction à la politesse. Je pense que jusque-là, on ne s'est pas compris. Nous, ce que nous dénonçons, c'est de dire qu'il faudra impérativement le même nombre d'hommes que de femmes. Donc, nous ne voyons pas la nécessité d'insister sur un nombre. Non, attendez, excusez-moi Madame Diop, je pense que c'est quand même important qu'on puisse recadrer les choses. Je pense qu'aujourd'hui, le débat, c'est, allez, on ne va pas rêver, c'est pas la parité, parce que jusqu'ici, cette parité qu'on souhaite, et on ne l'a jamais obtenue. Cette parité, de toute façon, les précédents gouvernements, il y a eu quand même une représentativité de 7 femmes. Cette notion de parité est portée par une petite élite. Une petite élite de femmes, et dans ce concept, la plupart des femmes, les femmes, surtout du côté de la religion, les femmes musulmanes ne se reconnaissent pas dans ce concept. Donc ce n'est pas en toute légitimité que ces femmes peuvent prétendre porter la parole. Mais qu'est-ce qui vous donne cette légitimité de tenir cette thèse? Heureusement, nous, on ne parle pas de légitimité ou de prétention des femmes. Nous, on dit que nous sommes dans un pays à 95% musulmans. On est dans une république laïque aussi. Attendez, lorsqu'on légifère, on est dans une république laïque. D'accord. On parle de cette parité, de cette république, on est bien d'accord. Voilà des concepts dont on peut dire que la population est complètement imperméable. Ce sont
des concepts qui ne recoupent pas en réalité les pulsions de la population. C'est ça que je veux dire. Donc nous, quand on relève quelque part ces effets de la parité, c'est parce que en termes de calendrier, en termes d'agenda, avec tout ce que véhiculent ces idées de féminisme et de parité, n'est pas conforme à la religion. Alors, ne sont pas conformes à l'islam. Je ne dirais pas que ce sont, parce que si je vous entends bien, ce serait des forces tapées dans l'ombre ou alors des lobbies qui seraient derrière ça. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais revenons sur tout simplement le nombre de femmes dans ce gouvernement. Donc, puisque c'est ça le débat, qu'il y a quand même 255 femmes et 255 Sénégalaises, je précise, hein, qui ont tenu à porter ce combat, même si c'est un chiffre qui peut-être n'est pas très significatif pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il n'y ait pas assez de femmes compétentes pour faire partie de ce gouvernement? C'est justement. Qu'est-ce qui a expliqué, selon vous, la faiblesse de la présence des femmes dans le gouvernement? Ce n'est pas une faiblesse des femmes. Parce que je ne vois pas que ça soit une priorité, que nécessairement les femmes ne peuvent être utiles qu'en étant ministre et qu'en étant dans le gouvernement. La femme peut être utile autre part. Mais la femme peut être utile aussi dans des instances de décision si elle en a les compétences. Pourquoi la reléguer à un autre niveau? Je veux dire, ça ne dérange pas qu'une femme qui ait les compétences de diriger une entreprise ou un département soit promue ministre. Vous n'y voyez pas d'inconvénient tout de même. C'est pour cela que je vous ai dit, Sarah, au début, qu'en fait, s'il y avait 30 femmes ministres et 5 secrétaires d'État hommes, ça ne nous aurait dérangé en aucune manière, à condition qu'avec les femmes, on ait la compétence et l'expertise qu'il faut. Ce que nous dénonçons, c'est, je vous l'ai dit, cette propension à vouloir le même nombre d'hommes et de femmes, même s'il n'y a pas la compétence, même s'il n'y a pas la qualité. Et je vous dis que cela, on l'a vu à l'Assemblée nationale, on a vu que des femmes qui étaient là n'avaient vraiment pas leur place ici. Pour l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, on peut dire aussi que certains hommes qui étaient là n'avaient pas du tout leur place, donc ce n'est pas une question de femmes à l'Assemblée nationale quand même, je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais ce sont les femmes. Qu'est-ce qui, selon vous, en tout cas, enfin, l'autre constat, parce qu'on va y aller vite, on ne va pas rester sur ça, qui a alimenté la polémique, c'est l'intitulé du ministère. Ministère donc des familles et des solidarités, et donc ces femmes sont encore une fois montées au créneau pour justement fustiger le fait que le mot femme ait été zappé volontairement. Pourquoi la substitution du ministère de la femme à celui des familles et des solidarités? Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Est-ce que vous avez fait attention à la façon dont ils ont formulé dans leur pétition ce terme qu'ils ont employé de femme reproductrice? Est-ce que c'est une honte, une femme? Est-ce que le fait d'être mère, le fait d'être femme, c'est une insulte? C'est un statut inférieur? C'est quoi? Pourquoi ce terme méprisant de reproductrice? Quand on dit ministère de la famille, il n'y a pas la femme dans la famille? Oui, mais je veux dire... Quand on parle de famille, s'il n'y avait pas la femme, on n'aurait même pas dit ministère de la famille. On n'a jamais dit un ministère des hommes. Donc, quand on dit ministère de la famille, il y a la femme, il y a les hommes. Maintenant, mais vous conviendrez avec moi qu'il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de mari, qui peuvent ne même pas avoir de famille. Ça ne leur enlève pas quand même leur statut de femme. Elles demeurent des femmes. J'ai parlé du terme qu'ils ont employé avec mépris, de dire que ce terme, dans la nomination du ministère, nous renvoie à des reproductrices. La femme, par essence, la mission originelle de la femme, c'est d'être femme et d'être mère. On ne peut pas
nous transposer. On ne peut pas nous transposer. Attention, attention. C'est religieux, Madame Diop. Comment? Je veux dire, quand vous dites que la fonction essentielle de la femme, c'est d'être une mère et c'est d'être une femme, il y a des femmes qui ont peut-être fait le choix aujourd'hui. Il existe au Sénégal, en 2024, des femmes qui ont fait ce choix de ne pas être mère d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. De ne pas se marier, elles demeurent des femmes. On a même vu des femmes Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une confusion? On a même vu des femmes qui ont dit qu'elles n'avaient pas besoin d'hommes dans leur vie, elles n'avaient pas besoin de se marier. C'est leur droit le plus absolu, en tant qu'être humain, de dire ce qu'elles veulent et ce qu'elles pensent sans pour autant être jugées. Est-ce que vous ne pensez pas que... Attention, attention, ce n'est pas ce combat porté par une minorité de femmes, une minorité, par rapport à toutes ces femmes qui, conformément à ce qu'a dit la religion, acceptent justement d'être mères de famille, et ce n'est pas en cela qu'elles sont inférieures. Alors, est-ce que vous ne pensez pas tout simplement qu'il y a, je veux dire, une incompréhension et qu'il y en aura ce toujours n'est pas une incompréhension. Encore une fois, Sarah, ce n'est pas une incompréhension. Sinon vous saurez vous pas savez ce que c'est. Je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas que justement le débat risque tout simplement d'être stérile parce que vous êtes dans deux sphères différentes, dans la mesure où, et c'est votre droit le plus absolu aussi, vous vous appuyez sur la religion. Attention, nous ne sommes pas dans des sphères différentes. Attention, Sarah. Je pose une question. Parce que j'essaie de comprendre. Ces femmes-là, si on prend l'exemple du traité de Maputo, elles sortent ratifier des conventions et signer des conventions qui, quand elles reviennent, lient tout le monde. Attention, c'est une minorité qui, quand elle se déplace, quand elle signe des traités, des conventions, il faut savoir que ces traités et ces conventions sont supranationales et peuvent même être au-dessus des constitutions des pays signataires. Donc, tout ce qu'elles vont signer à l'extérieur, les lois ne tombent pas du ciel. On légifère pour un pays, pour une nation, il faut adosser les lois et légiférer selon le substrat socio-culturel des populations. Ça veut dire qu'il faut des réformes. Il faut des réformes et il faut oser faire ces réformes. Et d'ailleurs, le président de la République l'a dit dans son discours. Quand vous employez le terme d'oser, oser quelque chose, pourquoi oser? Il faut être d'accord avec tout le monde. Pourquoi oser? Je ne parle pas d'oser, je veux dire que ce que vous dites là, c'est que ces femmes, vous avez dit que, donc, si je vous entends bien, c'est vous qui le dites, elles engagent toute une nation en signant des fois des traités qui peut-être ne reflètent pas, si je vous entends bien, nos valeurs socio-culturelles. Je dis dans ce cas-là, pour être en adéquation avec nos valeurs et nos cultures, il faudrait oser faire des réformes, c'est ce que je dis. Oser faire des réformes pour qu'aujourd'hui, je veux dire, en tout cas, engager le débat. C'est tout simplement que je veux que ces réformes, la majorité des femmes ne se retrouvent pas. C'est tout simplement, Sarah, que je veux que ces réformes traduisent les aspirations profondes de ce qui compose la majorité des femmes de ce pays et qui sont musulmanes et qui se réclament de leur religion. Alors, à l'ère du dialogue, je peux dire qu'il faut un dialogue pour les femmes parce qu'entre femmes sénégalaises, je veux dire, il faut un moment qu'on se pose autour de la table et qu'on discute puisque le débat est entretenu de nos jours. J'aurais bien aimé épiloguer sur le sujet. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est quasiment terminé, mais c'est très intéressant et nous n'excluons pas de vous recevoir une prochaine fois dans tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on a à dire, c'est que dans le cadre And Samm Jikko Yi, les femmes de And Samm Jikko Yi, et dans un cadre plus large de la fédération de toutes les commissions des associations islamiques du Sénégal, la fédération de toutes leurs commissions féminines, sous le vocable on a créé la plateforme Ndey Askan Bi pour que plus jamais on ne va pas rester là les bras ballants et qu'on nous transpose des combats qui ne sont pas les nôtres. Ces combats de la parité, ces combats de l'autonomisation, ces combats de l'élargissement de l'autorité parentale et autres ne sont pas des aspirations qui viennent de la population. Ce sont des combats
qui nous sont transférés, comme disait Imam Damdiaye, et ça, on ne va plus l'appeler. Alors justement, on parlait d'Imam Damdiaye. Ça c'est une bonne transition pour parler justement de la requête faite au président de la République par les imams. Vous savez qu'ils ont interpellé un peu le président de la République par rapport à des aides. C'était le jour de la Korité qu'ils aimeraient recevoir. Vous avez suivi le débat, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, moi je pense que les imams devraient avoir un statut institutionnalisé, bien défini, qui font que tout ce qu'on peut faire pour eux soit bien légal et bien clair. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est dans le noir comme ça, en dessous définir des fonds. On ne sait pas d'où ces fonds viennent, on ne sait pas pour qui ils sont, la répartition n'est pas transparente. Moi je pense qu'il serait bien d'alléguer peut-être des salaires aux imams parce que ce qu'ils font, c'est un travail d'intérêt public, mais que ça soit tout simplement dans la transparence. Merci beaucoup, Madame Ndeye Diop Diaratoula, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Présidente, attention, le titre est important, de Andesam Djikoy. Le leadership féminin existe aussi en religion. En tout cas, c'était très intéressant de vous recevoir sur ce plateau. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la télévision Futur Média et bon début de week-end à toutes et à tous.